Les gens trouvent ça compliqué de se reconnecter ou se connecter à la nature. Je comprends, parce qu'en fait, la société a tout fait pour nous déconnecter de ça. Si on met un enfant dans ces environnements, tout de suite, elle va pas se protéger du pluie qui tombe sur le visage, elle va se rouler dans l'herbe. Et c'est bien, il faut faire ça. Et c'est bien, c'est bon pour le microbiome, les microbiotes, le système immunitaire, la créativité. Et oui, il faut nourrir ça chez nos enfants. Et nous aussi, il faut se renourrir de ça. Je pense que c'est une façon, effectivement, de nourrir notre âme d'enfant, que je pense est essentiel à garder, parce que c'est un clé pour moi d'ouvrir les voies de la longévité, d'une santé vibrante, d'un bonheur au quotidien, un émerveillement. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Je suis Fabrice Midal, philosophe et engagé à transmettre la pratique de la méditation, auteur de La méditation pour les nuls, le Que sais-je sur la méditation, le fondateur de Réseau, la principale école de méditants dans le monde francophone. Et aujourd'hui, je reçois Natacha Andrews. Vous la connaissez peut-être comme comédienne, mais peut-être vous ne savez pas son engagement à essayer de trouver des chemins de sérénité. Et je dois vous dire que j'aime bien dans ce podcast vous présenter des gens qu'on ne connaît peut-être pas et pour lesquels j'ai eu un coup de cœur. Et là, c'est vraiment le cas. Je trouve que vous allez voir Natacha, c'est quelqu'un qui incarne tellement profondément ce dont elle parle que c'est juste très émouvant. Et puis, c'est sur Dialogue, c'est passionnant. Bonjour Natacha. Bonjour Fabrice. Alors, votre livre a été une complète surprise, parce qu'une actrice qui fait un livre sur le bien-être à première vue, moi, c'est pas du tout ce qui m'aurait parlé. Mais alors, j'ai été extrêmement impressionné à quel point il y a une sincérité dans votre livre qui m'a beaucoup aimé et beaucoup donné à penser. Pourquoi souvent le bien-être me gêne parce que je trouve souvent, sous la notion de bien-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un peu caricatural. C'est essayer d'aller bien. Et je trouve que votre livre, et c'est ce qu'on va explorer ensemble, ouvre plein de pistes beaucoup plus profondes et beaucoup moins superficielles que l'idée du bien-être. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce premier constat que souvent, par le bien-être, je trouve que c'est bien de commencer, on a une idée, voilà, il faut se calmer, il faut se reconnecter à la nature, tout ça, mais c'est pas vraiment incarné. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que, comme avec tout, en fait, c'est une idée, en fait. Je trouve que les gens présentent cette idée et, en fait, ils s'arrêtent à ça. Ça devient un peu un truc à consommer. Et je trouve que c'est là où est l'erreur, parce que le bien-être, je trouve que ça ne consomme pas, ça se vit, on doit le vivre. Et je pense que c'est pour ça que vous avez sûrement cette impression-là, en fait. C'est que les gens disent « Ah, je fais un peu ça », ou « Je parle du bien-être », mais il n'y a pas une réelle intégration. C'est ça. Comment vous êtes tourné vers ce chemin d'intégration ? Parce que je trouve, au fond, vous avez dit un peu le mot-clé. Votre livre, c'est un chemin d'intégration des grands principes du bien-être, et vous allez montrer comment ce bien-être est nourri dans une vraie compréhension de la spiritualité, mais on va y venir. Okay. Comment vous êtes tourné vers ça ? Comment c'est venu ? Alors, pour moi, j'ai grandi en Australie, vraiment dans le bush en Australie. Donc, j'étais en contact avec les plantes, les animaux dès un très jeune âge. Donc, oui, c'est inné en moi. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité. J'ai toujours été touchée par ça. Et après, il y avait des rencontres adolescentes dont je parle dans mon livre d'ailleurs, qui m'a vraiment ouvert une vision plus large à l'importance de la nature dans nos vies, sur notre santé et notre façon de cheminer dans ce monde. Et après, évidemment, je passais l'adolescence, j'ai beaucoup voyagé, je suis quelqu'un assez nomade, j'adore bouger, j'adore vivre. On disait tout à l'heure, je suis une bonne vivante aussi, j'adore manger, faire la fête et tout ça. Donc, j'ai passé vraiment par plein de périodes plutôt mouvementées. Mais je trouvais que ce lien à la nature, ce lien au bien-être m'a toujours permis de rester hyper ancrée, en fait, et d'avoir une espèce de fil rouge qui me permise à vraiment revenir à moi-même, toujours. Que même si je m'éparpillais comme ça, je savais comment revenir. Donc, je ne réponds pas vraiment à votre question, mais en gros, pour vous dire que... Dans le premier axe, c'était quelque chose qui est né dans votre enfance. C'est ça. Un lien intrinsèque
que vous avez gardé comme fil rouge. Oui. Et puis après, vous avez commencé à explorer plus avant. Et on peut dire qu'il y a 2 grands chemins que vous avez explorés. C'est comprendre davantage le rapport à la nature, les plantes. Et comment ça s'est fait? Parce que votre livre est impressionnant de connaissances sur les plantes, la nature, les huiles essentielles. Après, j'allais dire, c'est que, oui, effectivement, déjà, quand j'ai un peu décidé que c'était ça ma voie, je pense que c'était en vivant dans la ville. Je pense aussi que j'ai un parti assez hypersensible qui fait partie de ma personnalité, mais un truc qui m'a marqué, qui était cette énergie un peu débordante, tout le monde qui voulait toujours courir, avoir un nouveau projet, les gens qui sont en mauvaise santé et tout ça. Et je me disais, en fait, il faut trouver un moyen de pas être comme ça. Et je pense que c'est là où j'ai vraiment décidé de faire ça de ma vie et que ça soit vraiment toujours devant moi. Et donc, tout ce qui concerne les plantes et la nature et le yoga et tout ça, en fait, c'est vraiment une vie, en fait. C'est quelque chose qui me passionne et qui m'anime depuis, comme je disais, que je suis adolescente. C'est les voyages en Inde. Je suis très autodidacte. J'adore lire. Chaque fois que, j'ai un plat, j'ai envie de savoir qu'est-ce que je mange, qu'est-ce qui est dedans. Donc, depuis que je suis toute jeune, je faisais mes recherches. Qu'est-ce qui est dans une aubergine? Qu'est-ce qui est dans ce qu'on a bien fait de la roquette? Ça, c'est magnifique cette fleur. Imagine si on peut le manger. Donc, je fais mes recherches. Donc c'est au fur et à mesure. Par contre, pour le yoga, vous vous êtes formé avec beaucoup de rigueur et d'intensité. Oui. En fait, j'ai eu de la chance de l'avoir découvert très jeune. Donc, j'avais 16 ans. J'avais un mentor, une femme un peu plus âgée que moi, qui m'a fait découvrir la Ashtanga, qui vient du coup vraiment du yoga Hatha, qui sont dans les textes anciens, qui datent de plus de 2000 ans. Donc, c'est vraiment un yoga de base qui m'a vraiment marqué. Je me rappelle, je me suis retrouvée dans une salle, c'était un hangar à Brisbane, dans ma ville de naissance, avec une centaine de personnes en train de bouger sur leur tapis. Et je me disais, c'est quoi ce truc? Et une espèce d'énergie commune qui m'a vraiment marquée. Donc, ça est venu de là. Et puis ensuite, je pense que c'est vraiment toute une vie de pratiquer avec plein de profs différents, des voyages en Inde aussi, et des rencontres qui m'ont vraiment formée, en fait. On ne va pas tout dévoiler de votre livre qui est très ample et très riche. J'ai choisi 10 angles, 10 points d'entrée, qui sont autant de chemins que vous proposez de sérénité. Okay. Je crois que le premier, c'est le pouvoir des plantes et de la nature. Comment on fait pour se relier? Je trouve que vous dites plein de choses sur pourquoi on se coupe de ce pouvoir. Oui. Et dans le livre, je dirais, le premier chemin que vous montrez, c'est que c'est plus simple qu'on ne le croit de se reconnecter à la nature. Oui. Mais comment on fait? Alors, vous donnez plein de conseils. Déjà, pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est compliqué de se connecter à la nature? Parce qu'on est la nature. Oui, on ressemble à un humain avec de la peau, de jambes, de bras, mais il n'y a rien de différent entre nous et un arbre. En fait, on fait partie d'exactement la même chose. Donc, que les gens trouvent ça compliqué de se reconnecter ou se connecter à la nature, c'est vrai, il y a un parti qui m'échappe, mais aussi je comprends, parce qu'en fait, la société a tout fait pour nous déconnecter de ça. On vit avec du béton, des immeubles, sans beaucoup de lumière naturelle, parce qu'on est dans nos portables, dans des bureaux. Oui, mais je dirais même en vous lisant, même des gens qui disent qu'ils aiment la nature, ils vont se promener, et ça suffit pas à faire une vraie reconnexion à la nature. Oui. Vous insistez vraiment dans le livre, dans plein d'exercices sur tous les sens, d'explorer vraiment. Vous invitez vraiment presque dans une sorte de jeu à entrer en rapport avec les animaux, les insectes, les champignons, de sentir le vent, sentir la pluie, sentir le soleil. On voit plein de gens qui disent j'adore la nature, mais ils se protègent de la pluie, ils se protègent du vent, ils se protègent du soleil. Ils veulent pas qu'il y ait d'insectes. Ils vont pas aller sentir les odeurs, essayer écouter le vent, écouter les oiseaux, observer le végétal. Votre livre, c'est là, on a l'impression qu'on devient soit un enfant, soit une sorte de chaman, mais on sent que il y a presque des exercices que vous faites pratiques pour aider à sentir ça. Oui, à ressentir, parce que finalement, c'est se rouvrir à ça. C'est un peu, je pense que si on met un enfant dans ces environnements, tout de suite,
avant pas se protéger du pluie qui tombe sur le visage, avant se rouler dans l'herbe, avant jouer avec la terre. Et d'ailleurs, je le sais parce que je suis toujours là-dedans avec mes filles, il y a toujours de la terre partout. Et c'est vrai que... Et c'est bien, il faut faire ça. Et c'est bien, c'est bon pour le microbiome, les microbiotes, le système immunitaire, la créativité. Et oui, il faut nourrir ça chez nos enfants. Et nous aussi, il faut se renourrir de ça. Parce que, bon, on touche sur plusieurs sujets, mais je pense que c'est une façon, effectivement, de nourrir notre âme d'enfant, que je pense est essentiel à garder, parce que c'est un clé pour moi d'ouvrir les voies de la longévité, d'une santé vibrante, d'un bonheur au quotidien, un émerveillement. Oui, je trouve que c'est très important. Vous dites une chose très belle, vous dites il faut voir une graine pousser, une plante fleurir, un légume mûrir, stimule la confiance en soi, la sensation d'autosuffisance, même si c'est qu'un bac sur un balcon. Mm-hmm. Oui, c'est même des petits gestes qui peuvent tout faire. Mais effectivement, il faut vraiment être présent avec ça. Et il faut pas... il faut être présent avec cette geste de planter vraiment avec ses mains, de venir tous les jours un peu le voir germer, pousser, percer la terre. Il y a quelque chose de très simple, gratuit et vraiment magnifique là-dedans, qui, comme j'essaie de transmettre, qui ouvre le cœur, qui crée vraiment un lien très intime avec soi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la nature, donc c'est pas seulement cette ouverture, mais c'est une présence vivante. Et c'est pas, comme beaucoup de gens, quelque chose qui nous fait face, qu'on regarde. Mm-hmm. Et là, vous racontez peut-être, si vous voulez bien le raconter, ce moment fondateur dans votre adolescence, quand vous êtes rendu au lac à l'arbre de thé. Oui. Si vous voulez raconter, est-ce que c'est un moment très émouvant du livre? Merci, oui. C'est quelque chose qui reste avec moi. Vous voulez que je vous raconte l'anecdote, l'histoire? Donc, c'est une femme que j'ai rencontrée adolescente. J'ai eu une enfance assez turbulente et j'ai rencontré cette femme. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'idée que peut-être de se reconnecter à la nature dans cette manière. Il y a un truc de chamanisme. Je dis pas que c'était une chamane, mais c'était quelqu'un qui avait vraiment cette connexion viscérale avec la plante et la nature qui l'entourait. Et donc, un jour, c'est une expérience parmi plusieurs, mais elle m'a dit, on va aller à cet lac, à l'arbre du thé, qui se retrouvait en fait sur une grande plage de Byron Bay, donc sable blanc, la mer, et on marche un peu derrière, où on se retrouve un lac qui est un peu juste derrière, connecté aux forêts avec un énorme arbre à thé qui était du coup dans cette lac. Et on est allé du coup pour vraiment se baigner, pour se plonger dans cette lac qui était du coup infusé avec tous ces racines de l'arbre qui transperçaient ce lac. Et c'était comme, effectivement, on nageait, on se baignait, on se lavait, on partageait cet espace avec cet arbre, en fait. Et c'est là où j'ai vraiment vécu quelque chose de très fort, parce que déjà, je partageais ce lieu avec l'arbre. Donc, c'était plus moi, c'était un peu son espace. Et ensuite, on se plongeait dedans et c'était l'odeur, le parfum, la peau toute douce. Et je me suis dit, oh là là, genre, c'est si simple, je suis en train de me rendre belle avec quelque chose d'aussi simple offert par la nature. Et ça m'a toujours marqué, ça a resté avec moi. Merci beaucoup, parce que je trouve que quand vous racontez l'histoire, on voit bien que c'est ça, le contact avec la nature. Que pour beaucoup de gens, ça reste un décor. Ou une obligation. Mais je trouve que votre livre, c'est ça que j'encourage les gens à le lire, parce qu'il y a des photos, il y a le texte, mais c'est tellement incarné qu'en vous lisant, on voit une autre dimension de ce que les gens appellent la nature. En fait, on partage l'espace. C'est pas à nous, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, on fait vraiment partie, on est de la même ADN. Et c'est abstrait, c'est poétique, mais en fait non, c'est vraiment vrai. Et j'allais dire, c'est le troisième chemin, une troisième angle sur regarder la nature, c'est qu'en se reconnectant à la nature, on se reconnecte à une harmonie essentielle, qu'on revient à l'essentiel. Oui, c'est ça. Que c'est pas juste, ah oui, c'est beau la nature, mais par la nature, c'est presque, on a l'impression, en vous lisant, que simplement en faisant ça, on retrouve de la joie. On retrouve l'ordre naturel des choses et on retrouve de la joie. Oui, tout devient beaucoup plus simple, effectivement. Parce qu'en fait, en se reconnectant à notre vraie nature, à la nature, tout le reste, ça part.
en fait, et on trouve un vrai sens. Et c'est ça, c'est que avant qu'il y avait une société, avant qu'il avait du travail, du stress fait par l'extérieur, genre nos agendas, nos rêves, il y avait juste nous et la nature, en fait. Donc, on revient à quelque chose d'assez primitif, mais encore une fois, viscéral, et tout le reste part. Et on est genre, en fait, c'est ça. Donc, c'est même pas intellectuel, c'est dur viscéral. à synthétiser finalement. C'est viscéral, c'est ça. C'est clair. Et c'est si simple. Il faut juste se reconnecter et pas être forcément, être en observation, mais il faut rentrer dedans. Il faut vraiment être là. Alors, le quatrième point, c'est pour réussir à faire ça, vous donnez beaucoup de clés qui sont toujours des témoignages de ce que vous vivez. Mm-hmm. Et une manière peut-être de le faire, c'est de faire plus attention au rythme des saisons. Oui, absolument. Et là, on sent que c'est une bonne manière de faire attention à la nature, au temps. Comment vous faites et qu'est-ce que vous pouvez... comment on fait pour se relier aux saisons ? Tout simplement, encore une fois, on se retourne vers la nature, on observe ce qui se passe à l'extérieur, la lumière qui baisse, l'humidité qui monte. Là, si on parle de l'hiver, par exemple. Ou l'automne, parce qu'on va arriver dans l'automne. Voilà, donc je savais Qu'est-ce pas. Qu'est-ce que vous faites ? Ouais. Donc, du coup, on le voit. Donc, c'était quasiment tout de suite. Genre, l'été était fini et tout d'un coup, il y avait l'orage. D'ailleurs, je parle de mon livre. Je trouve toujours que l'été finit par un orage. Un peu toute cette tension, cette vitalité qui était, et ça le relâche. Et puis là, maintenant, voilà, la lumière est baissée, il y a moins de lumière. Donc, ça nous rappelle de maintenant, il faut commencer à ralentir, il faut commencer un peu se concentrer notre énergie vers l'intérieur pour essayer de trouver une stabilité. Donc, on observe, donc lumière et les aliments. Et ensuite, en observant ça, ça nous donne les clés, en fait, à comment ensuite prendre soin de nous. Donc, on prend l'exemple par ce qui se passe à l'extérieur. Et évidemment, tout le monde ne sait pas, par exemple, les légumes qui poussent en automne, en hiver, en été, etc. Donc, l'autre clé aussi, c'est d'écouter la nature. Qu'est-ce que la nature nous donne ? Il va nous donner des légumes racines. Il va avoir pas de tomates, donc on va plus manger de tomates. On va manger des choses plus chaudes pour maintenir la chaleur dans le corps qu'on a pu accumuler pendant l'été. Peut-être on peut très rapidement, j'invite les gens à regarder le livre, mais décrire les 4 saisons. Oui. Parce que là, je trouve que c'est vraiment beau, parce que vous montrez à la fois que c'est une écoute, et à la fois c'est quelque chose d'intérieur, et en même temps, c'est lié à ce qu'on mange, et voilà, à ce qu'on boit, etc. Oui. Donc, on a commencé par l'automne. Donc, l'automne. Donc, vous avez dit, c'est l'occasion de revenir un peu à soi, parce que la lumière baisse. Oui, c'est ça, on ralentit. On commence légèrement à dormir un peu plus, parce qu'en hiver, je conseille vraiment de dormir plus. Il faut commencer à s'hiberner comme la nature fait. Donc, on dort plus, on commence à installer ces rituels réchauffants et nourrissants. Donc, on va faire des bains chauds, on va faire des rituels à l'huile. On va quand même maintenir une activité physique régulière, peut-être moins vigoureuse qu'en été, mais on va faire des marches longues dans la forêt, si on peut, ou dans des parcs, si on vit en ville, pour vraiment rester en contact avec les aliments et la nature. On va bouger le corps pour, encore une fois, maintenir la chaleur, parce que le corps veut plus de chaleur dans le corps afin de traverser les périodes froides qui vont arriver. Et puis ensuite, on va manger chaud, on va manger riche en antioxydants avec, par exemple, les grenades qui sont bourrées d'antioxydants. Et c'est vraiment un aliment, un fruit de l'automne. Les herbes, à chaque saison, je préconise les herbes fines parce que c'est très riche en chlorophylle et antioxydants. Donc, on met ça partout et ça oxygène aussi tout l'organisme. Quoi d'autre ? Je sais bien. Alors, l'hiver. Oui. Donc, l'hiver, on va... Et d'ailleurs, juste sur l'automne ici, on va vraiment installer une routine quotidienne de yoga et de pranayama aussi. Mais voilà, pour garder le corps en mouvement, en fluidité. Et aussi des pratiques de méditation et pranayama qui commencent aussi l'introspection, mais toujours dans la nature, parce qu'il ne fait pas assez froid encore où on doit rentrer à l'intérieur. Donc, on peut méditer à l'extérieur. Et donc, du coup, l'hiver, on y va encore plus loin avec ces bains chauds, les bains à l'huile, des massages, des saunas. Et là, en hiver, on alterne du chaud-froid. Parce que ça va augmenter notre résilience
et notre système immunitaire. Donc, on mélange des saunas très chauds avec des bains très froids, ou si on n'a pas un bain froid, accès à un bain froid, on fait les douches vraiment gelées, parce que du coup, ça va augmenter le système immunitaire et notre résilience face au stress. Ça a un effet super sur la peau et l'organisme, et aussi sur le système nerveux. Et on mange, et en termes d'alimentation? On continue le chaud aussi. Donc, on mange chaud et cuit. Donc ça, par exemple, tout le monde ne sait pas, mais ça vient d'ailleurs de l'Ayurveda, qui est science de la longévité. Ça date de plus de 2000 ans aussi. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est quelque chose qui me passionne et j'ai testé sur moi, mon entourage, depuis des années et ça marche vraiment. Donc, l'Ayurveda dit qu'en automne et en hiver, et même au printemps, il ne faut pas manger cru parce qu'en fait, le système digestif est plus lent et c'est plus difficile de digérer les plats crus. Donc, il faut manger à la vapeur, cuit, au four, pardon. Donc, les choses chaudes, cuisiner. On favorise des choses un peu plus huileuses aussi en hiver. Toujours, oui, voilà. Au printemps? Et printemps, donc toujours la nourriture? Tout, enfin, les changements, donc, au printemps. Donc, printemps, le corps commence à se renouveler. Donc, il y a la lumière qui revient. Donc, on a plus de pratiques maintenant qui vont se passer à l'extérieur. On s'inspire de la nature. Il y a toujours l'humidité dans l'herbe. On voit, je ne sais pas si vous vous rappelez, maintenant on est un peu loin, mais il y a l'humidité un peu stagnante dans l'herbe. C'est comme le corps, en fait. Il y a une humidité qui a pu se bloquer un peu dans le corps pendant l'automne et l'hiver. Et là, il veut partir, se libérer. Donc, on va à l'extérieur, on marche pieds nus dans l'herbe, on met le corps doucement en mouvement. Spirituellement, vous avez dit que voilà, l'automne, on travaille, on rentre un peu en soi. Oui. L'hiver encore, il y a une sorte... Encore plus, une introspection très profonde. Parce qu'il y a même on hiberne un peu. C'est ça, plus de solitude. Et donc, le printemps, ça commence à éclore un peu comme les bourgeons qu'on voit sur les arbres. Donc, c'est un moment où on va naturellement être mené à être plus social et aller plus sur l'extérieur. Donc, spirituel, on va faire plus des pratiques réchauffantes pour détoxifier le corps parce qu'on a pu accumuler des toxines un peu pendant l'automne et l'hiver. Donc, on fait les choses pour créer encore plus de chaleur, mais cette fois-ci pour vraiment transpirer, pour lâcher tout ce qui stagne et ouvrir l'organisme à la créativité qu'on a en fait cultivé pendant tout l'hiver, parce que l'hiver, c'est vraiment une saison de créativité, parce que je mélange aussi, où j'emmène le côté spirituel de mon livre, qui est les chakras. Donc, c'est le chakra du Svadhisthana, qui est le chakra de base, qui est lié à l'élément eau et qui stimule la créativité dans tout le corps. Donc, en fait, on est en train de cultiver et nourrir notre créativité sensuelle de l'hiver. Et au printemps, c'est le moment de commencer à l'éclore. Donc, voilà. Et à l'été? Et à l'été... du coup, maintenant, on est vraiment en plein contact avec les éléments. Donc, on a la mer, on a la rivière, on a la roche, on a la terre, on a la peau qui est dénudée, le soleil. Donc, c'est le moment de vraiment vivre sa pleine croissance. Tout semble beaucoup plus simple. On va se lever beaucoup plus tôt parce qu'on est comme mené de sortir de son lit. C'est vraiment l'explosion complète, en fait. C'est là où la lumière est en pleine explosion à l'extérieur, mais aussi en nous. Mais par contre, il faut des pratiques un peu plus centrantes parce qu'on a tendance, je ne sais pas, parce que voilà, l'été, on vient de le quitter, on a tendance à parfois se dissiper, il y a un peu trop d'énergie, donc on est un peu comme ça, on peut sortir de l'été fatigué. Donc, il ne faut pas oublier à trouver des pratiques très ancrantes, and grounding en été, pour garder son centre et aussi pas laisser partir trop l'énergie à droite et à gauche, en fait. Voilà, là, je trouve qu'on voit bien, en vous écoutant, que ça veut dire se reconnecter à la nature, que c'est tout un travail d'une grande délicatesse et finesse. Et c'est sûr que nous, on a l'impression qu'on trouve des tomates toute l'année. Et c'est sûr que ça ne nous aide pas à rentrer en rapport aux saisons. Et le truc, c'est pas juste en rentrant en rapport avec les saisons, c'est que c'est pas bon pour la santé. Le corps n'est pas fait pour manger une tomate, sauf si, c'est conservé parce que c'est cuit, mais le corps n'a pas les enzymes qu'il faut pour le digérer. Donc, c'est une manière de se reconnecter à la nature, mais c'est vraiment un cycle. Et du coup, on écoute la nature, on est en meilleure santé. Parce qu'en fait, tous les clés sont là. On va pas, on va pas planter un arbre en été parce que le sol est trop sec. Donc, on va la planter en automne parce qu'on sait qu'il y a l'humidité, il aura tout l'hiver pour s'enraciner, etc. Pourquoi on est différent, en fait?
clair. Donc, on ne peut pas se nourrir et prendre soin de nous de la même manière toute l'année. Pour moi, c'est simple, c'est scientifique presque. Le 5e conseil, on en a déjà parlé, c'est le yoga. Oui. Dans le livre, vous montrez plein de manières de faire du yoga, même très simplement, que ce n'est pas forcément quelque chose de très difficile. Pourquoi c'est important le yoga ? Alors, le yoga, c'est un clé aussi pour se recentrer, pour revenir à soi. Et je trouve qu'à nos jours, il y a tellement d'options de cours de yoga, mais aussi quelque chose un peu moralisateur, comme quoi si on n'est pas bon, on ne peut pas le faire. Donc là, dans le livre, j'ai proposé des pratiques courtes, pas saison. Donc une pratique de 15 minutes avec des photos et des dessins afin que la personne puisse vraiment réaliser une pratique chez soi. Pas besoin de quitter la maison, pas besoin d'être dans le flux énergie de l'extérieur. Donc c'est hyper simple et accessible. Et voilà, c'est une manière de détoxifier, mettre le corps en mouvement aussi et revenir à soi. Et vous montrez aussi là que c'est à la fois un travail sur le corps, mais aussi avoir plus d'énergie, mais aussi un travail sur notre esprit, Oui. et qu'il n'y a pas de séparation entre ces deux aspects. Exactement. Tout est lié, c'est les 3 corps, body, mind and spirit, le corps, l'esprit, le cœur ou l'âme. Le 6e point, c'est le système nerveux. Oui. Qu'est-ce que c'est le système nerveux ? Comment en prendre soin ? Alors, donc pour faire simple, on a donc le système nerveux, il y a le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique. Donc le système nerveux parasympathique, c'est où on a envie d'être le plus souvent parce que c'est l'endroit où l'organisme est en régénération et repos. Donc il est en train de se régénérer, rester en forme le plus longtemps possible. Et puis le système nerveux sympathique, ça veut dire fight or flight. Donc on est vraiment en train de on peut courir après notre manger, le stress. Il faut que je trouve mieux traduire ça en français. C'est se battre ou fuir. Voilà, c'est ça. Fight or flight, se battre ou fuir, exactement. Et évidemment, il faut avoir les deux. C'est pour ça qu'on veut un système nerveux équilibré, parce qu'il faut un peu de tout. Par exemple, le matin, on va être plus en sympathique, système nerveux sympathique, parce que le corps va créer du cortisol. Et on entend souvent parler du cortisol en ce moment. On dit, le cortisol, c'est mauvais, etc. Oui, en excès. Mais le matin, il faut en créer. C'est ça qui nous donne l'impetus, l'envie de se lever du lit et travailler et être là. Mais c'est quand on est en surfabrication, au surstockage, qu'on commence à créer de l'inflammation dans le corps. Donc, le système nerveux, c'est quelque chose de très important à soigner, à garder en équilibre. Et ça, c'est du coup avec des pratiques de régénération, de repos, le moment d'introspection, les moments dans la nature qui règlent aussi nos hormones. Parce que le système nerveux est aussi influencé par nos hormones. Parce que ça fait partie, c'est tout un système qui marche ensemble. Donc, en prenant soin de nos hormones, avec les pratiques de yoga, méditation, la nourriture, mais aussi le lien avec la nature, on arrive donc à régler nos hormones qui ensuite règlent notre système nerveux. Donc, avec toutes les pratiques dans le livre, en fait, c'est un peu l'aliment de base. Vous présentez aussi plein de tisanes qu'on peut prendre, de tas de choses. Ouais. Alors là, j'ai acheté plein de choses après avoir lu votre livre. Super. J'ai acheté de l'hibiscus. Ah, cool, c'est bien ça. Vous en parlez tellement bien, je me dis, il faut que je boive de l'hibiscus. Oui, c'est très, très bien. Donc, ça donne plein d'idées. Après, j'ai choisi, j'aurais pu en choisir plus, mais le 7e point, je trouve que vous parlez très bien du mantra Om Tat Sat. Om Tat Sat. Est-ce que vous voulez dire pourquoi ce mantra est important et qu'est-ce qu'il signifie et pourquoi il incarne un peu, je trouve, ce qui vous habite? Oui, c'est de revenir à ici maintenant. Vraiment, être ici maintenant et connecté à ce qui se passe devant nous et l'univers devant nous. Donc, je trouve que c'est... Ça veut dire quoi? Ici et maintenant. Om Tat Sat. Vous dites, ce mantra est un rappel lorsqu'on agit avec intégrité, sans attente ni orgueil, on est en accord avec ce qui est vrai et immuable. Voilà, oui. Et vous le récitez quand? Om Tat Sat, c'est à la fin des mantras. Par exemple, on dit Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha. Om Tat Sat, c'est un peu pour clôturer, mais aussi pour ouvrir des mantras.
Et voilà, donc ça, c'est une explication un peu plus large dans le livre, mais c'est vraiment tout simple. Voilà, on est ici et maintenant, et je trouve que ça nous rappelle OK, ici et maintenant, je vais écouter, je vais pratiquer, je vais manger. Le 8e point, c'est la respiration. Bon, on ne va pas tout dire parce qu'il faut en parler très, très, très en détail. Mais surtout, je ne veux pas décourager les gens parce que c'est beaucoup de points, mais des points très simples. Oui, mais en même temps, non, je pense qu'on voit, au contraire, ça donne plein de pistes. Puis on voit que tous les points se répondent les uns aux autres. C'est-à-dire, quand on est dans la nature, évidemment, on respire mieux. Quand on fait du yoga, on respire mieux. Donc, on les sépare, mais ils sont assez unifiés. Mais peut-être on pourrait dire pourquoi la respiration régénère et que ce n'est pas une technique très difficile. Vous me donnez aussi des conseils très simples. Oui. Alors, je parle du respiration nasale et l'importance de respirer avec le nez, parce que pour revenir sur le système nerveux, en respirant avec le nez, en fait, ça active tout de suite le nerf vague et le bon équilibre de la nerf vague. En fait, c'est lié directement. Quand on respire dans le nez ou dans le nez, ça se connecte ici vraiment à la branche de notre cerveau et ensuite qui parcourt tout le cerveau et descend la colonne, la nuque, la colonne jusqu'en bas. Et en fait, le nerf vague est responsable de donner tous les messages aux organes, à tout l'organisme. Donc, quand on respire avec le nez, on est dans cette bonne procédé. Donc, c'est quelque chose que je parle dans le livre qu'on peut essayer d'adopter tous les jours, de fermer la bouche et juste respirer avec le nez, de dormir avec le nez, en respirant avec le nez, pas avec la bouche, parce que voilà, on n'est pas en régénération du coup. Et là, il y a beaucoup d'études qui ont montré, depuis ces dernières années, beaucoup d'études très très poussées ont confirmé ce qui était expliqué dans le yoga, que c'est très très important de respirer. Il y a de plus en plus d'études qui sortent. Exactement, c'est prouvé scientifiquement que la respiration nasale a des effets extraordinaires sur la santé et la régénération. Et surtout que la respiration buccale, en fait, on peut l'essayer. On sent qu'on respire un peu ici, on utilise une partie de nos poumons, tandis que quand on respire avec le nez, en fait, on utilise tout le paroi des poumons et on respire vraiment tout le corps. Et en fait, c'est l'oxygénation qui est la chose la plus importante pour l'organisme. C'est ça qui oxygène notre sang, qui ensuite envoie les nutriments à tout l'organisme. Voilà, et même aussi sur la beauté du visage, on a un meilleur mâchoire, un meilleur visage avec une respiration nasale. Donc moi, je préconise la respiration de résonance, que c'est quelque chose, un exercice que je donne à mon entourage et je vois la différence dans le niveau de stress et leur résilience. Et c'est tout simplement adapter une inspiration à 5 secondes avec le nez et une expiration à 7 secondes avec le nez. Et en fait, ça ramène le système nerveux sur un point d'équilibre très simple à faire n'importe quand dans la journée. Merci. De rien. L'avant-dernier point, vous parlez du féminin comme un mystère sacré. Et je trouve, on sent que ça vous voilà, vous aidez à rentrer en rapport à ça. En plus, c'est intéressant de dire, votre livre, c'est pas un livre théorique qui explique les choses, c'est un livre qui transmet une expérience que vous avez vécue. Mais j'ai l'impression que c'est important d'entrer dans ce mystère. Oui, et vous posez très bien la question. Comment répondre parce que j'ai envie que ce livre ne soit pas genré, c'est pour les hommes comme pour les femmes. Donc effectivement, c'est sûr, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à lire, mais quand même je trouve que vous parlez de ce mystère sacré du féminin, c'est très émouvant. Oh bah merci. Parce qu'on en parle rarement comme ça. Soit on parle, c'est rare qu'on parle comme ça. Soit on parle du féminin sacré, mais c'est plutôt le mystère sacré du féminin. Oui. Qui est la même chose, qui est être à l'écoute de la nature. On est des êtres naturels. Donc, il y a toute une écoute de nos cycles, de la vie en nous. C'est ça, exactement. Mais je sens qu'il y a quand même quelque chose comme une très profonde acceptation. Oui, en entrant en rapport au mystère, il y a comme une acceptation plus profonde. Oui, c'est ça. Donc là, vous parlez du coup, effectivement, de se connecter pleinement à nos cycles féminins. Et oui, pour moi, c'est vraiment revenir à la nature encore une fois, parce que je trouve que on perd ce lien et ce contact avec notre mystère et notre force de femme. Et en fait, c'est magnifique de pouvoir revenir à ça, à se reconnecter à la Lune, à se reconnecter à nos cycles à travers la Lune. Et en fait, c'est quelque chose de very empowering qui nous donne énormément de pouvoir et de force.
qui ensuite inspire d'autres, qui crée du lien. Et puis oui, un féminin sacré, pour moi aussi, c'est quelque chose qu'un homme peut avoir accès aussi, soit être en face d'une femme, mais aussi à trouver la féminité en lui, parce qu'on a tout accès à ça. Comme une femme, on a de la testostérone et les estrogènes, et vous aussi. Donc c'est un équilibre à trouver, et il y a beaucoup de force là-dedans. Oui, mais je trouve que ce dont vous parlez, c'est sûr que moi, je suis éditeur, j'en lis beaucoup de livres. C'est rare que je vois quelqu'un parler comme vous, et très très simplement, donnant des conseils très simples pour entrer en rapport à ce mystère. Donc je pense que ça fera du bien à tout le monde, mais pour beaucoup de femmes, ça peut être très inspirant, très soulageant, parce que c'est des choses dont on parle très peu en fait aujourd'hui. J'espère, et je trouve que c'est quelque chose de simple à se rappeler. Et c'est un clé très facile à trouver pour se reconnecter à soi, en fait. Ça rend la vie plus simple. On a besoin de personne d'autre que de notre corps. Et ça nous donne plus de volonté de ce qu'on fait, ce que notre corps fait. C'est vraiment très important, je trouve. Le dernier point, on a parlé de l'alimentation et vous parlez du jeûne intermittent. Oui. Alors toi aussi, c'est quelque chose qui est de plus en plus documenté scientifiquement. Oui. Pourquoi c'est important? Comment vous le pratiquez? Alors, c'est quelque chose que j'ai expérimenté depuis très, très longtemps. Donc, pour les femmes, c'est différent que pour les hommes. Un homme peut pratiquer le jeûne intermittent toute sa vie. Ça ne va pas avoir des conséquences sur ses hormones, son système immunitaire, etc. Donc, vous pouvez le faire. Et le jeûne de 16 heures, c'est vraiment top pour vous. Ça va vous aider avec vraiment d'avoir plus de clarté, de récupération et surtout en régénération de tous vos organes afin de vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Donc 16 heures, ça veut dire qu'on mange un repas? Donc on finit par exemple notre dernier repas à 19 heures et ensuite on jeûne, donc on ne mange plus. On peut boire des tisanes, pas de caféine, donc des tisanes, de l'eau. Et on attend 16 heures avant de manger le prochain repas. Mais on fait attention à le rompre. On peut boire du café d'ailleurs le matin, l'homme en tout cas. C'est bien avec un peu de crème fraîche crue parce que c'est bourré de bons gras et c'est très bien. Mais il ne faut pas le rompre tout de suite avec quelque chose de sucré. Il faut manger quelque chose qui va aller tapisser l'intestin pour ne pas avoir un pic de glucose. Mais 16 heures, voilà, donc ça c'est un peu clair. Et puis ensuite, pour les femmes, c'est différent. Donc, dans nos vingtaines, c'est OK de faire 16 heures tous les jours. Dès qu'on passe les trentenaires, c'est quelque chose à un peu modifier. Et moi, je préconise de le faire que la moitié du mois. Donc, 2 semaines en jeûne, 2 semaines on ne jeûne plus. Donc, à partir du premier jour d'ovulation jusqu'au premier jour de règle, on arrête de jeûner. Parce qu'en fait, on a besoin de réguler nos hormones. Et un jeûne, c'est un stress, un bon stress, mais c'est un peu trop de stress ou un corps qui a besoin de l'ancrage et de repos dans cette partie de son cycle. Donc là, j'arrête de jeûner et ensuite, je reprends de jeûner premier jour de règle jusqu'au premier jour de l'ovulation. Et là, du coup, je pratique entre 16 et 18 heures. Très bien. Voilà. Merci infiniment. C'est rien. Je trouve qu'on voit bien dans ce parcours. Bon, après, comme je dis à tous ceux qui nous écoutent, je conseille vraiment de lire votre livre parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Mais je trouve dans ce parcours, on voit bien comment tout est très cohérent et qu'un point renvoie à l'autre et que c'est vraiment un autre art de vivre que vous présentez. Et je crois que maintenant, tous ceux qui nous écoutent voient pourquoi je disais au début qu'un livre sur le bien-être en général, moi, ça ne me parle pas trop et que le vôtre fait vraiment rentrer dans une autre dimension. Et j'espère que tous ceux qui nous ont entendus ont vu cette autre dimension que vous essayez d'intégrer. J'espère. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.